Bonjour, aujourd'hui j'aimerais profiter d'une trouvaille récente. Je suis retombé sur plusieurs cartons contenant des kits de Aura Battler d'Unbind. Pour revenir sur Aura Battler d'Unbind, je vous ai présenté déjà le Surbind. Il est temps de vous présenter le robot héros de la série qui donc s'appelle Aura Battler d'Unbind. Et c'est une série, je le rappelle, de 1983 de Sunrise. Sunrise qui faisait feu de tout bois début des années 80 et quantité de séries de robots estampillés des mêmes auteurs que Gundam. Et notamment, là, c'est encore une série estampillée Tomino, qui donc est le papa de Gundam, qui à l'époque était très original, mais qui maintenant est, faut le dire, est très méchamment totalement has-been, mais à l'époque, bon, c'était nouveau dans le domaine de l'animé. Resituons un petit peu les choses très rapidement pour éviter de vous en faire une tartine comme Exorbind. Il s'agit donc d'une série de 1983 qui est plutôt Heroic Fantasy, avec cette particularité, c'est que nous avons là non pas des robots mais des armures géantes constituées d'éléments parfois issus d'insectes géants du monde de Bystonewell. Bystonewell qui est un monde qui fait appel à des petites fées pour faire passer d'un monde à un autre des humains. Et notamment le héros de Dunbind est en fait un jeune homme qui est recruté par cette fée et qui débarque sur ce monde fantastique sans savoir trop ce qui l'attend, sauf que en fait les humains de la Terre sont parmi les rares à avoir une aura qui leur permettent de contrôler justement ces machines, ces armures géantes en fait plutôt. Et alors que les humains de Bystonewell de base, les autochtones meurent pratiquement immédiatement en essayant de les contrôler. Donc on devine que beaucoup de personnes de terriens sont recrutées pour un camp ou un autre, un clan ou un autre de Bystonewell, et que donc de nombreuses machines sont donc ainsi manipulées par des humains kidnappés. Que vous dire d'autre ? C'est une série qui a du coup permis à Bandai de sortir, tout comme avec Gundam, quantité de maquettes à différentes échelles. On y trouve du 1.72, du 1.48, du 1.35, je crois même que j'en ai une au 1.24. Les maquettes de début des années 80 n'étaient pas toujours très très heureuses en termes de qualité ou de forme, mais reprises correctement, il y avait moyen de faire des trucs assez sympas. Heureusement, Bandai a eu la bonne idée de refaire des maquettes de Dunbind, pas tout, mais une petite partie. Et ça a donné lieu à des éditions que je trouve absolument fabuleuses. Des maquettes de Dunbind, c'était en 2000. Et ça permet vraiment de redorer le blason, j'allais dire, de ces maquettes. Mais il y a des choses assez fantastiques qui sont sorties à ce niveau-là, donc on va revenir dessus. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer la totalité des Dunbind que j'ai, puisqu'il me manque le gros Dunbind, je crois que c'est du 1.24, encore une fois, de la vieille collection de 1983. Je n'ai pas le Dunbind au 1.35 qui a été fait dans les années 2000. Donc on va se contenter de ce qu'on a là, et j'ai donc deux vieilles maquettes du Dunbind avec le Dunbind au 1.72, le Dunbind au 1.48, le Dunbind au 1.72 des années 2000, donc on va voir ça immédiatement et dans l'ordre. On va commencer par la maquette en 1.48, ça permettra de faire une comparaison entre les deux maquettes en 1.72. Donc on voit déjà que l'illustration fait effectivement très vintage. Hein. Elle est signée de Kenichi Ishibashi. C'est pas vilain, mais c'est pas génial non plus. Mais bon, ça fait partie des box art qui peuvent envoyer du rêve quand même. Je note d'ailleurs que le personnage principal de Dunbind, j'avais oublié son nom, mais il est tout simplement marqué là, c'est Shozama. Donc 1.48, c'est l'essentiel encore une fois des kits de Dunbind était au 1.72 et au 1.48. Cette fois-ci donc c'est la maquette en 1.48. Les autres modèles qui sont disponibles, donc à part le Dunbind, il y a quantité d'autres qui là sont évidemment écrits en japonais, sinon c'est pas drôle, mais je reconnais le Drumlo, je reconnais
comment dirais-je, j'arrive pas à me rappeler. Voilà, ça me revient. Il y a le Bastol, donc là c'est le Drumlo, le Bastol, c'est peut-être le Zwarf, mais j'en doute, non c'est pas le Zwarf lui. Et là nous avons le Guédo, et là il ressemble quand même vachement au Leprechaun, quoique moi je le connais en couleur saumon et pas nécessairement en couleur bleue. Enfin bon, il y a quantité de modèles qui existent autour de Dunbine, on aura l'occasion d'y revenir. Du coup, voilà le modèle monté et peint. On remarque déjà que sur les illustrations, il fait quand même vachement trapu, quoi. Il y a des gros problèmes de proportion. Pour le coup, l'illustration semble correspondre au modèle monté et peint. C'est pas un problème de perspective, en fait, c'est que vraiment le modèle est beaucoup trop tassé sur lui-même, beaucoup trop large d'épaules et de bassin. Bon, sinon, le kit, quand je l'avais acheté dans les années 90, coûtait 800 yens, donc ça nous fait à peu près 7 €. Et voilà, je ne vois rien d'autre à vous signaler, donc on va voir immédiatement ce que ça donne dans la boîte. Donc, on va commencer par la notice, si le projecteur évite de mettre trop de lumière dessus. On voit encore une fois que le modèle monté et peint présente quand même quelques petits problèmes de proportion. C'est rien de le dire. Modèle à l'ancienne, hein, donc les fameuses mains qui me font tellement peur en 2 parties, elles sont là. Les avant-bras. Particularité, comme c'est fait à partir d'insectes ou quoi, c'est comme des espèces de muscles qui sont des filaments, et donc du coup il y a plein de fils à mettre ici et là dans les articulations. C'est vraiment la particularité, puisque c'est pas des robots, c'est des armures géantes qui sont faites à partir de carcasses d'insectes, quoi. Voilà, donc là vous voyez pareil, ces espèces de filaments qui sortent ici. Donc là, les bras ici, les jambes avec les pieds qui sont des espèces de griffes. Là, on a des éléments qui sont semi-transparents, translucides on va dire. En fait, le cockpit est translucide et on voit le pilote à l'intérieur. Le cockpit est à l'intérieur du buste. On a le fameux cockpit avec le pilote ici. On complète ici donc le buste avec les bras. On a là l'arme. La tête, malheureusement en 2 parties coupées comme ça. On rajoute tout ça. Il y a, comme c'est fait à partir d'insectes, des ailes, ça lui permet en plus de voler. Une espèce de backpack qui couvre les ailes, comme les élytres d'un insecte, hein, en fait. Hein. Et là, je ne comprends pas pourquoi... D'accord. En fait, ça, c'est des trucs qui sont ajoutés donc sur le backpack. Il a enfin une épée, hein, parce que bon, c'est une armure géante, donc c'est comme un chevalier. Et il a des armes à feu qui peuvent se mettre sur les avant-bras, avec enfin le cockpit qui s'ouvre. On a là de beaux dessins, très beaux dessins même, des différents aura battlers qui sont proposés. Là, heureusement, il y a des trucs écrits en romaji, donc on voit bien ici le Leprechaun, le Hreinek, le Feires, le Botun et le Zwarf, qui veut dire noir, non, en allemand? Vous me direz. Donc voilà, et les spécificités de l'engin. Et là, on voit bien quand même que le Dunbine, bon, là, c'est la maquette, là, c'est l'illustration de la série. C'est pas franchement raccord. Bref, j'ai laissé ça sous plastique pour l'instant, mais on voit donc la taille des mains. C'est pas des armures, c'est des armures géantes par rapport à un humain, mais c'est pas bien grand. Hein. S'il fait, d'ailleurs, c'est écrit là. Ouais, il fait 6,9 mètres, il fait 7 mètres de haut. 7 mètres de haut, c'est pas bien grand. Donc, un humain ne tiendrait pas dans cette main, mais voilà. Donc, vous avez quand même des grosses mains, différentes paires de mains d'ailleurs. Là, c'est le backpack, les fameuses ailes d'insectes. Alors, pour l'époque, c'était pas mal, mais on a vu mieux depuis. Le cockpit qui est en translucide. Alors, malheureusement, il est en translucide légèrement fumé, mais on préférera
le faire en verre, comme c'est proposé par exemple ici. Là, on notera d'ailleurs que les pièces sont déjà en couleur, aux couleurs du Dunbine, donc c'est pas mal. Là, on a une espèce de bleu-violet, là c'est un bleu clair. Là, on a la tête du Dunbine. Le peu de décalco qu'il y a, c'est ça, mais au moins il y a ça. C'est pas des autocollants. Il y a une bonne base, mais il va falloir vraiment retravailler tout ça pour avoir un Dunbine correct à cette échelle. Les fils dont je vous parlais, là c'est carrément presque des fils électriques. Les griffes des pieds qui sont en deux parties, ça m'énerve. Même le fourreau de l'épée est en deux parties, c'est énervant. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas tant de pièces que ça. Et a priori, c'est quelque chose qui est facile à faire, mais qui nécessitera quand même d'être retravaillé, parce qu'avec des proportions pareilles, franchement, le kit au final, il m'a l'air d'être quand même un peu moche. On va passer au modèle au 1.72. Donc, au 1.72, l'illustration est cette fois-ci de Yuji Keida. Yuji Keida, très belle illustration cette fois-ci, là, avec le Dunbine en vol. Illustration magnifique, et puis pour une fois ça donne l'occasion d'avoir une boîte en aspect paysage et non pas en, comment dirais-je, comme ça. Donc ça change, voilà, c'est assez sympa. C'est la boîte numéro 1, donc visiblement c'était la première de son genre, exactement les mêmes rabattleurs que présentés pour le 1.48, hein. On va ressortir les noms, et on a là des photos du modèle monté et peint. Bon, les proportions sont quand même un peu mieux que le 1.48, mais en termes de comment dirais-je, de posabilité et compagnie, ça m'a l'air d'être un peu limité. Mais je rappelle que la maquette date de 1983. Donc c'était 500 yens, ça fait à peu près 4 €. Voyons ce que ça donne au niveau de la boîte, on va faire ça vite. Hop. Donc, waouh. Alors là, on a carrément les photos de famille. Mais là, on a une version noire et verte du Dunbine, qui sont certainement pour d'autres pilotes. Deux versions du Drumlo, là, je sais pas comment il s'appelle celui-là, enfin bon. Il y a apparemment un paquet de rabattleurs de présentés. Là, c'est le modèle, encore une fois, monté et peint. Et là, encore une fois, modèle à l'ancienne, toujours même réflexion. On commence pourtant, encore pour une fois, avec les mains en deux parties, avant-bras, les fils, même si c'est du 1.72. Ça montre même comment placer l'articulation là de la jambe. Les griffes, encore une fois, en deux parties, c'est énervant. Les ailes, le backpack, c'est pratiquement la même chose que le 1.48, mais au 1.72. D'ailleurs, là, on n'a qu'un seul sachet et 2 grappes. 3 grappes si on compte les ailes. Donc les ailes d'insectes qui sont ici, les fils qui se baladent un peu partout, la tête alouette, et là le cockpit par contre n'est pas du tout en transparent, et ça c'est un peu décevant. Du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de cockpit, il n'y a pas de pilote, ou un 72, c'est dommage. C'est dommage. Sinon le fourreau, l'épée, les armes pour les avant-bras et les petites mains, voilà. Donc on voit quand même que c'est nettement plus petit, mais en termes de proportion ça m'a l'air d'être un peu mieux. On passe directement à la version des années 2000. Alors là, typique des années 2000, donc modèle qui aurait pu être en CGI, mais là qui est monté et peint. Et là on voit tout de suite que c'est quand même autre chose. C'est confirmé ici avec le côté de la boîte. Là on voit que les proportions sont juste magnifiques. Les ailes sont beaucoup plus grandes. Les articulations sont améliorées. Le pilote est quand même dedans alors que c'est du 1.72. Ça m'a l'air de bien se présenter. C'est un A-grade au rabattleur 001. Renewal version. C'était à 1000 yens, ça nous fait à peu près 8 €, c'est pas si cher. Et on voit que au moment où c'était sorti, le 02 et 03 étaient annoncés avec le Zwarf et le Bilvine. Ça rappelle que là, ça date de 1983, patati patata. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? On va voir ça immédiatement. Hop là. Donc, là encore,
Jolie photo du modèle monté et peint. Pareil, avec très clairement le cockpit qui est en translucide, on devine à peine le personnage à l'intérieur. Les beaux dessins de, comment il s'appelle, Yutaka Izubuchi. Et le Cara Designer, je sais pas si c'était lui, j'en doute, mais il me semble que c'était le même gars qui avait fait le Cara Design de Southern Cross, peut-être d'autres séries de Sunrise, alors je me rappelle plus des noms. Mais en tout cas, il était fort utilisé à cette époque-là. Du coup, est-ce qu'on va être rassuré au niveau des pièces? Ben un peu, parce que déjà les griffes sont pas en deux parties, quoique en fait c'est le dessus des griffes qui est à placer dessus et c'est pas à coller. C'est donc dans la logique des maquettes Bandai de l'époque, à savoir qu'il n'y a pas nécessité de coller quoi que ce soit. On commence étrangement par les pieds, ensuite la totalité des jambes, la tête qui est en deux parties mais avec le haut et le bas, donc pas sur les côtés. On rajoute l'espèce d'antenne, le bassin, les épaules, pas de fil cette fois-ci, mais donc des espèces d'articulations avec des trucs en plastique, on va voir ça tout à l'heure. Quelques autocollants apparemment quand même à placer. La figurine OA72 qu'on met dans le cockpit, la partie qui couvre le cockpit en semi-transparent. Et des explications pour la façon de couper ça, parce que comme c'est en transparent, comme pour les trucs chromés, il faut couper d'une manière assez particulière pour que ça fonctionne et qu'on évite de se retrouver avec des trucs à limer et tout. Les ailes et le backpack, les armes pour les avant-bras, l'épée, et au final donc on obtient, on l'aura deviné, le Dunbine. Pas mal de grappes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 si on compte les polycaps. Donc là, backpack et armes, arrière du backpack d'ailleurs. Les ailes, vous voyez, ça n'a plus rien à voir, c'est pas une plaque transparente avec des petites veines dessus. Non, c'est voilà, ça fait vraiment aile d'insecte et de belle taille, donc ça c'est sympa. Ici, les pièces d'articulation de l'intérieur du Dunbine, quelques autocollants malheureusement. Ça c'est vraiment le truc qui va pas avec les maquettes Bandai depuis maintenant plus de 15 ans. C'est les bons sens d'autocollants quoi. Je déteste. Donc les griffes, le fourreau, l'épée, le reste des pieds et le petit cockpit transparent, vous voyez, un peu vert transparent. Et là, donc, les polycaps, le reste de l'armure avec le buste, les bras, les pieds, tout ça. C'est même avec le pilote au 1.72. Et comme vous faites souvent la réflexion, ouais, tu nous montres des trucs, tu ouvres des boîtes et tout, mais où sont les modèles montés? Bah, il se trouve qu'il y a des années de ça, un ami Junichi m'a ramené du Japon une version en série limitée du Dunbine. Et c'était une version déjà métallisée. Et je vais peut-être essayer de vous le rapprocher quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc métallisé. Et que j'ai pu monter tel quel. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on verra grand chose, mais non, on voit rien d'ailleurs, mais moi je vois à l'œil nu qu'il y a effectivement un pilote dans le cockpit. L'effet sur l'armure métallisée, je ne sais pas si c'était voulu ou s'il y a eu un problème avec la peinture qui était placée sur le plastique. Ça fait très étrange. On dirait du métal martelé, vous voyez. Alors Monsieur Focus, voilà, merci Monsieur Focus. Mais moi j'aime bien. Si c'était voulu ou non, moi j'aime bien. Et je vais éviter de vous le remuer. Parce que le problème c'est qu'il est petit et relativement fragile. Et que déjà j'ai du mal, vous voyez, à le faire tenir. Et que tout à l'heure quand je l'ai retrouvé, le backpack était cassé, donc j'ai été obligé de le recoller. Donc on va éviter de trop le manipuler. Mais vous voyez, donc c'est pas bien grand par rapport à ma main, mais le résultat est vraiment excellent. Du coup, se pose la question pour moi, forcément, mais que faire des vieux kits des années 80?
Vais-je vraiment les monter? Vais-je vraiment les modifier? Vais-je les faire telles quelles? Et les comparer ensuite avec les maquettes modernes? C'est toute la question, c'est tout le problème. C'est faut-il attendre des années pour avoir un modèle correct? Faut-il se précipiter sur tout ce qui sort? Je pense que la vérité est entre deux. Mais bon, quand j'ai eu mes maquettes d'Unbind la première fois, c'était absolument inconnu, c'est toujours inconnu en France. J'avais l'occasion d'acheter un lot complet, j'allais pas m'en priver. J'avais fait pareil avec du Dragonard qui me faisait envie depuis des années, donc voilà, je pouvais pas savoir que plusieurs années plus tard, 10 ou 15 ans plus tard, de bien meilleurs kits allaient sortir. Donc non, je ne regrette rien. Et de toute façon, au pire, les pièces en question me serviront pour des projets de kit bash. C'est pas les projets qui manquent au pire. Voilà. Donc, écoutez, c'était une présentation de 3, voire 4 maquettes d'Aura Battler d'Unbind avec le Dunbind, ou 1.72 et ou 1.48, vieille collection et collection récente de Bandai. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt, c'est promis, avec d'autres kits de Dunbind.